Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième Indie Club du mois d'avril. Peut-être que certains étaient présents vendredi dernier lors du webinaire qu'on a fait avec Jean. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en présence de Maxime Tullier, qui a l'habitude normalement d'être plutôt intervieweur. Donc aujourd'hui, il change de position et ça va être lui qui va nous raconter justement comment on fait pour s'adapter face au changement climatique et nous faire au passage un petit rappel du contexte et des enjeux. Donc ça va nous remettre dans le bain et l'idée c'est de traiter ce sujet en 30 minutes, peut-être 35 minutes. On dépassera peut-être. Mais voilà, de ne pas vous prendre toute votre pause déjeuner, mais de vous permettre de ressortir avec des infos concrètes et voilà, et de vous enrichir. Donc bonjour Clémence, bonjour Virginie. Je vois que je connais quelques noms d'alumni Indico. Je vous laisse, alors je vais vous partager du coup, pour les habitués, donc je vous partage le sondage dans le chat. Alors, normalement, il s'affiche. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie. Et si les propositions ne vous conviennent pas, vous mettez autre et vous nous précisez dans le chat ce que vous faites pour qu'on ait un peu plus une idée. Donc, de ce que je vois, on a pas mal de personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi ou des indépendants. OK. Pour l'instant, on est plutôt sur... voilà, donc précisez-nous voilà, dans le chat. Hop, super. Bonjour Cécile, bonjour Aurélie. Vous pouvez aussi nous dire d'où vous nous écrivez, de quelle ville vous faites partie. C'est Paris, Bordeaux. Maxime est à Bordeaux, par exemple. Moi, je suis à Paris. Et donc, on va commencer tranquillement le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Oriane, bon, c'est pas le bon nom qui s'affiche. Je m'appelle Oriane Texera et je suis la responsable pédagogique d'Indigo, qui est une des 4 écoles de Maria Schools. Donc Indigo, c'est l'école de la responsabilité de Maria Schools. On a 4 écoles, les autres écoles, donc Maestro, qui est l'école de la tech et du no-code, Lyon, qui est l'école de l'ère entrepreneuriale, et Hiro, qui est l'école du storytelling et du copywriting. Le point commun de ces 4 écoles, c'est la pédagogie, qui est inspirée de Maria Montessori, mais donc appliquée aux adultes. Et donc, la mission de Maria School, c'est de donner l'envie d'apprendre, de former les professionnels et de leur permettre de grandir dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, du coup, on est une communauté de 6000 alumni et de 80 clients corporate, puisque Maria Schools a aussi une entité qui forme des clients, donc des formations en B2B. Si vous avez voilà, des questions sur Maria School et sur Indigo, on pourra prendre un moment en dehors de ce webinaire pour échanger par mail ou sur LinkedIn, si vous le souhaitez. Et donc, du coup, nous, Indigo, on a créé du coup des formations pour former les collaborateurs, notamment au sujet de la RSE ou de la stratégie climat. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que on sait qu'il y a déjà donc des enjeux réglementaires qui sont en train de prendre énormément d'importance. Je pense que vous avez je pense que vous connaissez la CSRD qui est en train d'être mise en application dès cette année pour les entreprises de plus de 500 salariés, donc qui vont devoir publier un rapport de durabilité en 2025 sur leurs données 2024. Et ce même rapport va concerner les entreprises de plus de 250 salariés en Europe, donc en 2026, sur leurs données de 2024. Donc ça va arriver assez rapidement. Et donc ça impose aux entreprises, en plus de ce rapport de durabilité, notamment de calculer leur bilan carbone et donc dans la même lignée de mettre en place une stratégie carbone. Aujourd'hui, on va parler du coup du sujet de l'adaptation, qui est un sujet qui coûte très très cher aux États. En France, on l'estime entre 1 et 2,5 milliards d'euros. C'est compliqué d'estimer un coût exact, mais c'est une estimation. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre ça et de voir pourquoi c'est un enjeu important en France, mais notamment pour les États et pour les entreprises de manière plus globale. Bonjour Théa, merci pour ceux qui nous rejoignent en cours de route.
Je vous montrerai aussi rapidement, mais plutôt à la fin, le programme du coup qu'on a élaboré pour se former au métier de responsable RSE, qui aujourd'hui fait partie des métiers les plus demandés, notamment à cause de ces pressions réglementaires qui existent. Donc, on pourra en parler de ce programme plutôt à la fin pour ceux que ça intéresse. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Maxime. Merci Maxime d'être l'invité du jour. Voilà, pour que tu nous expliques déjà peut-être le contexte de l'atténuation, changement climatique, et après nous en dire plus sur les bonnes pratiques et on verra notamment le cas un peu plus précis des cas pratiques et notamment le cas de la ville de Paris. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors première chose, pour donner un peu de contexte, du coup je suis journaliste spécialisé sur les questions environnementales depuis 5 ans et j'essaye d'interviewer les meilleurs spécialistes de chacun des grands sujets, des sujets qui me semblent importants pendant 1 heure de manière exhaustive sur le Greenetter Club, donc qui est une chaîne YouTube et un podcast. Pourquoi j'ai voulu parler de l'adaptation? Parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, tous les secteurs, partout. Donc, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous allez être confronté à des problématiques d'adaptation au changement climatique. Et donc, je voulais rappeler le contexte du changement climatique. Je vous fais pas l'injure de penser que vous savez pas dans quelle situation on est. Mais je voulais quand même préciser 2-3 choses parce qu'en fait, il y a souvent des choses qui sont mal comprises sur la question du changement climatique. Donc, j'ai été chercher les graphiques de trajectoire climatique du GIEC. Donc ça, c'est un graphique qui est extrait du GIEC. Et vous voyez, donc c'est l'évolution de la température en fonction de différentes familles de scénarios, de narratifs. Donc il y a les courbes en bleu. Ce que vous voyez en bleu, c'est en gros tous les États se concertent et on arrive à réduire substantiellement nos émissions de CO2 et donc à rester en dessous des 2 degrés. Vous voyez sur les ordonnées à gauche, c'est l'élévation du niveau de température moyenne. Là où on se trouve aujourd'hui, le scénario où on se trouve aujourd'hui, c'est le scénario en orange. Donc, on devrait atteindre 2,7 degrés d'élévation des températures à la fin du siècle. Et puis, il y a les scénarios du pire, ceux où on continue un développement basé sur les énergies fossiles. Et là, on atteint des chiffres comme 4, 5, voire plus d'élévation du niveau des températures globales. Ça, normalement, vous pouvez le connaître, vous pouvez l'avoir en tête. Si on regarde plus précisément, déjà, il y a une chose qu'on peut avoir en tête, c'est que ces chiffres-là, c'est des estimations et c'est des fourchettes. Par exemple, le scénario SSP2 2.5, donc c'est en gros le scénario, la tendance actuelle, soit que c'est ce que j'entoure en jaune, on est entre en fait 2,1 et 3,5 degrés d'élévation des températures. Donc on voit que c'est des estimations et c'est elles-mêmes des fourchettes. Et en fait, le réchauffement climatique, grosso modo, il est compris entre 1,5 et 5, voire 6 degrés d'élévation des températures à la fin du siècle. Là, donc voilà, c'est les chiffres qu'on entend de manière régulière et j'ai été me balader sur l'Atlas interactif du GIEC en prenant, c'est un outil assez bien fait. Autant les rapports du GIEC, je vous déconseille vraiment d'aller les lire parce que c'est abscon au possible. Autant l'Atlas interactif, il est très bien fait. Et donc, j'ai projeté l'élévation des températures moyennes de la planète à plus 4 degrés, donc les scénarios du pire, voilà, pour forcer le trait. Et là, normalement, il y a 2 choses que vous pourriez remarquer sur cette carte, 2 choses qui doivent vous frapper. Donc, c'est l'élévation des températures mondiales en 2100 à plus 4 degrés. Est-ce que vous voyez des choses qui pourraient vous frapper? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. C'est plus chaud au nord, Mathilde, tout à fait. C'est le phénomène qu'on appelle l'amplification polaire. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, notamment dû à la fonte des glaces, on a l'élévation En gros, les glaces, c'est comme un miroir qui renvoie le soleil dans l'atmosphère. Et comme les glaces sont en train de fondre, en fait, il fait de plus en plus chaud en nord. Donc, c'est l'amplification polaire. Et effectivement, il y a les 2 phénomènes en Arctique et en Antarctique.
Il y a un autre sujet que vous pourriez voir et qu'on a moins tendance à voir et pourtant qui est très important, c'est que vous voyez, vous voyez qu'à la surface des océans, c'est beaucoup plus clair. Et en fait, c'est très important de comprendre ça parce que quand on parle de plus 2, plus 3, plus 4 degrés, en fait, on parle de la température moyenne à la surface de la planète. Et donc, ça comprend à la fois les océans et les continents. Et donc, on fait une moyenne entre le réchauffement. Par exemple, on dit que, enfin, dans le rapport du GIEC, on dit que le réchauffement actuel, il est à plus 1,09 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc ça signifie qu'en fait, on est à 0,88 degrés de réchauffement à la surface des océans. Mais comme il y a beaucoup plus d'océans que de terre à la surface de la planète, ça tire la moyenne vers le bas. Et en fait, ce qu'on vit sur les continents, c'est plus 1,59 degrés. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ces chiffres-là, plus 2, plus 3 degrés, ils sont tirés vers le bas, ils sont euphémisés, parce que la réalité de ce qu'on vit nous sur Terre, elle est bien plus importante. Alors on dit, mais pourquoi il s'évertue à nous rappeler ça, c'est un peu technique et tout. Parce qu'en fait, concrètement, on réduit, on baisse vraiment la température subie sur Terre. Et je vais vous prendre des exemples très simples. Donc, à plus 4 degrés, en fait, comme on fait la moyenne de la température des océans et de la Terre, et qu'on fait de la moyenne globale, en fait, région par région, on va voir que en 2100, la température, elle va augmenter de manière très forte à certains endroits de la Terre. Par exemple, l'Europe centrale, donc là j'ai pris l'Europe centrale, j'ai pris plusieurs régions, et vous voyez, chaque petit carré, ça représente un mois. Donc par exemple, en dessous du E de Europe centrale, on est en avril 1950, et on va comme ça jusqu'en en 2100. Eh bien, en août 2100, en Europe centrale et en France, ça veut dire que pour un réchauffement de 4 degrés, il fera plus 9,2 degrés en août 2100 en moyenne. Ça veut dire aussi que c'est une moyenne mensuelle, 9,2 degrés. Ça veut dire qu'il pourrait faire, par exemple, plus 15 degrés de différence en France, en août 2100. Donc on voit bien que plus 2, plus 3 degrés, c'est vraiment un monde très différent. Et en réalité, il va faire beaucoup plus chaud. Et je vais prendre un autre exemple, encore plus impressionnant. En janvier 2100 en Arctique, pour un réchauffement moyen global de 4 degrés, en janvier 2100 en Arctique, il fera en moyenne plus 25 degrés. Donc ça montre vraiment que ces degrés de réchauffement, plus 1, plus 2, plus 3 degrés, plus 4 degrés, en fait, on entre dans un monde nouveau, c'est pas juste un pull en moins sur les épaules. Donc, vous avez sans doute, ça c'est une photo qui est issue de l'accord de Paris. Vous avez sans doute entendu que l'accord de Paris vise à être bien en dessous des 2 degrés et si possible 1,5 degré. Pourquoi ces chiffres-là? C'est pas comme le traité de Maastricht. Je sais pas si vous êtes familier avec le traité de Maastricht, mais en gros, il faut que les déficits publics soient en dessous de 3%. Bah, ça, c'est un chiffre qu'on a pris un peu au pif parce qu'il fallait bien trouver un chiffre. L'histoire des 1,5 et des 2 degrés, c'est des chiffres qui ont une réalité scientifique. J'ai pris plusieurs graphiques du GIEC qu'on appelle les braises brûlantes. En gros, chaque item que vous voyez, chaque petite barre, à gauche, vous avez les températures, 0, 1, 2, 3, 4 degrés d'élévation du niveau de la température. Et puis, plus en gros vous êtes jaune, plus vous êtes rouge, plus les impacts et les risques sont violents. Et donc, c'est des items qui prennent en compte plein de choses différentes. Le premier, c'est la perte de biodiversité. Le troisième, c'est la mortalité des arbres. Mais on a aussi la production alimentaire en Afrique. On a la qualité de l'eau dans le bassin méditerranéen. Et vous voyez qu'entre nous, aujourd'hui, on est à plus 1,2 degré. Donc, ça a été réévalué. On est à plus 1,2 degré de réchauffement climatique. Et vous voyez que, pour l'instant, sur tous les items à peu près, les impacts ont été peu détectables ou au pire modérés. Mais vous sentez aussi qu'on arrive dans une zone où vraiment il va y avoir des turbulences impossibles, des turbulences très fortes. Et vous voyez qu'au-dessus de 2 degrés, donc la barre en rouge, donc, vous voyez qu'en fait on va être sur tous les items. Et là j'ai vraiment pris des graphiques au pif. On va
plus rien maîtriser. Plus au-dessus de 2 degrés, ça veut dire que le climat s'emballe et qu'on ne maîtrise plus rien. C'est ça. Et donc, on voit que 1,5, pourquoi on essaye de rester en dessous d'1,5, c'est qu'à partir d'1,5, vraiment, les choses tanguent très fortement. Donc voilà, c'était un petit rappel du contexte climatique, parce que souvent, on n'arrive pas vraiment à appréhender concrètement ce que ça veut dire plus 1 ou plus 2 degrés. Et je reprends le Centre des ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui dit les choses de manière un peu différente. Il dit s'adapter restera possible si le réchauffement climatique est limité à 1,5 voire 2 degrés. Chaque dixième de degré compte. Ça, c'est vraiment une idée qu'il faut bien avoir en tête. Et sans une mesure urgente pour limiter la hausse du thermomètre par rapport à l'ère pré-industrielle, ça deviendra plus coûteux, limité, voire impossible de s'adapter. Voilà. Donc, c'est vraiment le cadre de l'adaptation, dire que l'adaptation, à partir d'un certain niveau de réchauffement climatique, ça sera impossible de s'adapter. Voilà. Et donc, pour bien comprendre aussi les concepts, hein, on parle souvent d'adaptation et d'atténuation. L'adaptation, c'est s'adapter au changement climatique, vivre le moins mal possible avec ce changement climatique. Et l'atténuation, c'est faire en sorte de baisser nos émissions de CO2 pour que le monde se réchauffe pas trop vite. Et il y a un climatologue italien qui résume ça en gérer l'inévitable, ça c'est l'adaptation, et éviter l'ingérable, ça c'est l'atténuation. Voilà, donc on va parler d'adaptation. Bon, je l'ai défini rapidement tout à l'heure. 2-3 propos juste en introduction sur l'atténuation. Pourquoi moi je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant? Parce que ça concerne vraiment tout le monde, tous les secteurs, toutes les entreprises, n'importe quel travailleur demain et individu sera concerné par l'adaptation. Je prends l'exemple des hôpitaux. À Paris, au-dessus de 43 degrés, la climatisation des hôpitaux ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'on ne peut plus opérer parce que le bloc opératoire, il doit être climatisé. Donc, les services techniques des hôpitaux, ils doivent réfléchir à comment ils vont adapter techniquement les services pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Ça concerne évidemment l'agriculture, ça concerne la ville. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce concept d'adaptation. À la fois, on est concerné dans les milieux professionnels et évidemment dans le milieu individuel, personnel. Un autre sujet qui est intéressant, c'est que, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure, mais l'adaptation, elle a une incidence très forte sur les inégalités, c'est-à-dire que plus on est pauvre, moins on aura de capacité de bouger et de s'équiper pour pouvoir s'adapter. Donc, il y a un très fort lien avec les inégalités. Et la dernière chose dont je vais rapidement parler, c'est que, en fait, l'adaptation, on va devoir compter beaucoup sur sur la nature. C'est grâce à elle qu'on pourra réduire les inondations, réduire les incendies, réduire les vagues de submersion, et on va devoir faire un nouveau pacte avec le vivant. Voilà. Ça, c'est les 3 premiers points que je voulais aborder. Et maintenant, je voudrais aborder des questions qui sont vraiment, voilà, vous entrez dans le concret pour voir à quel point les choses sont concrètes quand on parle d'adaptation, à quel point elles peuvent être des choses complètement triviales et de bon sens, et parfois des investissements plus importants. Et donc, bon, je pensais qu'il y aurait beaucoup de Parisiens, donc j'ai fait à dessein, j'ai pris un exemple parisien, mais bon, je suppose que vous êtes tous déjà venus à Paris, donc j'espère que ça vous parlera. Je vais commencer par la végétalisation de Paris. Donc là, j'ai pris les arbres pour vous montrer en fait, les arbres ont 2 incidences sur le confort thermique à Paris. En gros, peu importe le niveau, s'il fait 30-40 degrés, en fait, ce qu'on va ressentir, ça va être très différent selon la structure du bâti et selon la végétalisation. Pourquoi ? Donc là, vous voyez un exemple d'un arbre en haut à gauche. Et en fait, l'arbre, il a 2 vertus. C'est qu'un, il fait de l'ombre, donc il va rafraîchir beaucoup la ville. Et 2, il évapore de l'eau, l'évapotranspiration. Et donc, ça rafraîchit comme un climatiseur la ville. Et en fait, en fonction du nombre d'arbres et de la qualité des arbres, en fait, on va pouvoir avoir des situations où il fait 20 ou 40 degrés. Donc, il y a d'une part le changement climatique en lui-même, mais l'adaptation va vraiment transformer la manière dont on ressent, nous, au quotidien, la chaleur dans les villes. Vous voyez, par exemple, donc ça, c'est l'atelier d'urbanisme de Paris qui publie ces courbes-là. On voit que, par exemple, entre le cœur de Paris, et notamment la nuit, c'est notamment
plus vrai la nuit, on peut avoir des différences entre 8 degrés, voire 10 degrés entre le cœur de Paris et les campagnes aux alentours. Et ça, c'est notamment dû au rôle de la végétation. Je vais prendre un exemple très concret pour vous en parler. Vous avez la photo de deux des grands boulevards parisiens. À gauche, pour les Parisiens, vous avez le boulevard Haussmann et à droite, vous avez le boulevard Poissonnière. Est-ce que vous voyez, on va jouer au jeu des 7 différences, est-ce que vous voyez des différences entre les deux photos? Je vous laisse répondre dans le chat. Même moi, je suis en train de les trouver. Ouais. C'est pas évident. Les feuilles sur les arbres, bravo Mathilde. Ouais, effectivement, en fait, les arbres que vous voyez là, c'est deux boulevards haussmanniens traditionnels, mais vous avez à gauche des platanes et à droite des sophoras. Et donc, en fait, on se dit, OK, c'est deux arbres différents, ça n'a pas tant d'incidence que ça. Et en fait, en cas de canicule, ça a une différence, mais vraiment hallucinante sur le ressenti qu'on a de la chaleur. Je vous montre des photos aériennes qu'ont fait les services, les urbanistes à Paris. Vous avez toujours à gauche le boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement et à droite le boulevard Poissonnière dans le 10e arrondissement. Et vous voyez la carte des températures, donc faite avec des caméras thermiques. Vous voyez qu'en gros, sur le boulevard Haussmann, sur l'ensemble du boulevard, il fait à peu près 33, 34, un peu plus, 35 degrés maximum les jours de canicule. Vous voyez à droite, sur le boulevard Poissonnière, il fait jusqu'à 60 degrés au milieu de la chaussée et sur les trottoirs, on dépasse les 45-50 degrés. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 15-20 degrés ressentis parce que simplement, on n'a pas les mêmes arbres sur deux boulevards. Donc voilà, après, et c'est pour ça que, en fait, on voit que les mesures d'adaptation, elles sont très, très différentes. Vous avez par exemple à droite des arbres qui sont qui consomment beaucoup d'eau, donc les marronniers, les platanes, etc. Mais en même temps, ils apportent beaucoup de fraîcheur. Et à droite, vous avez les sophoras qui sont très résistants au stress hydrique, mais en fait qui ont un intérêt assez limité en termes de réduction de la chaleur à l'intérieur de la ville. Voilà, c'est résumé ici. Mais, Et du coup, ouais. c'est quoi la solution? C'est d'alterner ces deux types d'arbres, du coup, d'avoir une variété d'arbres parce que Du coup, ça va dépendre. Là, en substance à Paris, si l'objectif, c'est vraiment de réduire la température de la ville pendant les canicules, c'est important d'avoir des arbres comme des platanes qui, en fait, donc là, c'est la transparence de la canopée. Ça veut dire que, en gros, les platanes, ils ont beaucoup plus de feuilles, ils font beaucoup plus d'ombre et en plus, ils dégagent plus d'eau, donc ils climatisent la ville. Donc là, typiquement, sur les boulevards, pour refroidir la température, c'est important d'avoir des arbres comme les platanes parce qu'ils laissent passer peu de lumière et ils rafraîchissent beaucoup l'air. Par ailleurs, c'est important d'avoir, les urbanistes de Paris disent, en fait, c'est important aussi d'avoir des arbres avec des feuilles caduques parce que l'hiver, ils perdent leurs feuilles et du coup, ils laissent passer la lumière et on n'est pas obligé de chauffer dans les logements. Donc voilà, c'était pour vous faire toucher du doigt à quel point les mesures, en fait, elles sont techniques, à quel point les mesures, quand on réfléchit à l'urbanisme d'une ville, c'est important d'avoir des choses transversales et de plus abandonner certains domaines à des architectes, à des ingénieurs, à des gens qui s'occupent des espaces verts à Paris. En fait, le choix d'une essence d'arbres à Paris, elle est hyper importante pour le confort de tous. Je vous montre, et en fait, ça va créer aussi des débats très importants dans la société qui vont être polarisants. Par exemple, je vous montre cette avenue, l'avenue de l'Opéra, qui est très connue chez les urbanistes. Et effectivement, il n'y a pas d'arbres juste à côté, nous, on est à Bourse, donc je connais assez. C'est une grande avenue très connue parce que dans le plan de reconstruction, enfin de percement des avenues, c'est vraiment un des joyaux architecturaux du plan de Haussmann. Et donc, on voit la perspective magnifique avec l'opéra en fond. Et effectivement, il n'y a pas d'arbres sur cette avenue. Et pourquoi il n'y a pas d'arbres? Parce que, en fait, ça boucherait la perspective. Sauf qu'aujourd'hui, certains urbanistes, certains élus de la mairie de Paris disent que cette avenue, c'est criminel de la conserver en l'état
parce que en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'arbres, ça fait qu'on arrive à des températures de 50 degrés l'été et que ça devient dangereux pour la population. Et donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont polarisantes entre des gens qui sont mordicus à vouloir garder le patrimoine tel qu'il est, parce que ça a été conçu comme ça, parce que c'est magnifique comme ça, et d'autres qui disent simplement pour pouvoir vivre dans cette ville, il faut absolument planter des arbres avenue de l'Opéra. Je vous montre. Et par exemple, Ouais. euh, pour une question de chaleur, est-ce que mettre, je sais pas, des pavés du blanc au lieu du gris, est-ce que ça a des impacts ou en fait c'est vraiment minime par exemple? Ouais, ça a des impacts. Alors là, j'ai pas mis, mais ça a un impact très fort. Typiquement, donc ça a un impact sur l'effet d'albédo, donc réfléchir la chaleur ou pas. Et c'est surtout la structure en fait du matériau. Aujourd'hui, on fait des bétons poreux qui conservent beaucoup moins la chaleur qu'avant, mais ça a un impact très fort, hein, potentiellement d'une dizaine de degrés. Je vais vous montrer, je crois que j'ai quand même mis un slide à ce sujet juste après. Mais il y a aussi, par exemple, la structuration. Vous voyez que la rue Saint-Onge à Paris, c'est une rue très étroite, et donc l'avenue de l'Opéra, au contraire, c'est une avenue très large. Et quand on voit, donc ça, c'est la chaleur qui fait un 21 juin entre les deux rues, en fonction de l'heure de la journée. Donc vous voyez que la rue Saint-Onge en orange, en gros, il fait un confort qui est tout à fait supportable dans la rue jusqu'à entre 14 et 15 heures. Et là, la rue, elle est au soleil, donc il fait hyper chaud. Et vous voyez que l'avenue de l'Opéra, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'entre 11 heures et 19 heures, il fait plus de 50 degrés. Donc voilà, ça veut dire que, encore une fois, les questions d'adaptation, c'est des questions vraiment très techniques, mais qui sont vraiment de l'ordre de l'ultra concret, et c'est ça qui est intéressant. On a pas mal de questions dans le chat. Ouais. Moi, je peux juste peut-être répondre à celle de Caroline. Je pense que si on prend une voie voiture pour planter des arbres, on se met à dos les trois quarts des voitures. Il y a un gros sujet aujourd'hui de circulation aussi à Paris Ouais. qui crée beaucoup de débats. Donc, je pense que ça serait compliqué de dédier une voie de voiture pour des arbres. Je pense. C'est typiquement les questions politiques qui vont Des surgir. questions, ouais. C'est qu'on sait qu'il faut, en gros, supprimer la voiture en ville ou quasiment, hein. Ouais. Donc ça, c'est politiquement, c'est difficile à assumer, à dire, etc. Mais la voiture, par ailleurs, en fait, avec la mobilité et la combustion d'essence, ça rend les villes plus chaudes, avoir des voitures. Ça oblige aussi à avoir de l'asphalte qui rend les villes plus chaudes. Là, par exemple, je vous ai pris la température des différentes chaussées. Donc, vous voyez en rouge une chaussée classique qui monte l'été jusqu'à plus de 60 degrés dans la ville. Et après, vous voyez un trottoir en asphalte, pareil, c'est autour de 60 degrés. Du stabilisé, donc je ne saurais pas trop décrire quel matériau exact c'est le stabilisé. Trottoir en granit, on est pareil autour de 50 degrés. Et en revanche, vous avez du gazon, vous tombez à moins de 40 degrés. Donc on voit vraiment que c'est des choix techniques très précis qui font qu'on va pouvoir avoir des villes vivables ou invivables en fonction des choix qu'on fait. Et donc, évidemment, dans les années qui viennent, la question, ça va être supprimer des voies en asphalte pour faire du gazon, pour faire des voies cyclables, pour faire des voies qui sont soit en stabilisé, soit en goudron poreux, mais en tout cas qui captent beaucoup moins la chaleur, parce que tout simplement, on va avoir sinon, on va avoir des rues qui sont inhabitables pendant une partie de l'année. À tel point que à Paris, ils ont fait un rapport pour essayer de se projeter, un rapport qui s'appelle Paris à 50 degrés, qui est très intéressant. Moi, j'ai fait un épisode du podcast avec l'auteur du rapport, et donc ils essayent de se projeter dans un Paris à 50 degrés avec toutes les adaptations qu'il faudrait mener. Et en fait, on ne se rend pas compte du nombre de problématiques techniques qui se posent à partir du moment où on dépasse un certain niveau de température. Je vais prendre des exemples très simples. Tous les transports, et donc ça concerne, on prend le cas de Paris, mais ça concerne absolument tout le monde. À partir d'un certain niveau de chaleur, en fait, les métaux se dilatent. Et donc, par exemple, sur les rails, il y a des métros qui, à partir de 35 degrés,
ont du mal à circuler vraiment correctement. C'est pareil pour les trains, c'est pareil pour les ponts. Par exemple, à Paris, il y a des ponts sur le canal qui tournent. Ben, à partir de, je sais plus, 35 ou 40 degrés, ils les laissent dans une position parce qu'ils n'arrivent plus à les tourner. Le métal se dilate et ils n'arrivent plus à les tourner. Donc, ça veut dire que tous nos choix techniques, il va falloir les reconsidérer. Donc, c'est évidemment vrai à Paris et ça dépend des territoires, mais c'est vrai à Lyon, c'est vrai en Normandie, c'est vrai à La Réunion. Voilà, j'essaye de prendre des coins dans lesquels vous êtes. Maxime, est-ce qu'on peut peut-être faire une petite passe sur les questions? C'était notamment quand on était sur la slide de l'Avenue Opéra. Il disait qu'il n'y a rien sur les balcons. Est-ce que la ville impose aux propriétaires quelque chose? Pour l'instant, non, mais il y a des choses dans les tuyaux de ce que je connais. Mais c'est corrélé avec la question. Attends, Ouais. on va peut-être prendre les questions et puis après. Et quid des murs végétaux? Les murs végétaux, c'est pareil. Enfin, après, moi, je connais pas dans le détail les murs végétaux, mais en tout cas, ça a une incidence très forte sur la chaleur, parce qu'en fait, les végétaux, ils captent la chaleur versus la pierre qui garde la chaleur et qui la restitue en infrarouge. Donc, ils en parlent dans les dossiers de la Pure et on voit que ça fait baisser vraiment de manière importante la température. De manière générale, il va falloir qu'on mette le plus de végétaux partout. Sans doute qu'on obstrue aussi l'arrivée des rayons d'une manière ou d'une autre du soleil quand il fait très chaud. Donc, soit avec des arbres, soit avec... ils commencent à tester dans certains endroits des sortes de parasols qu'ils mettent en haut des rues pour empêcher que le soleil frappe les habitations et donc on est moins chaud. Et est-ce que vous avez une idée, par exemple, des mesures prioritaires qu'il faudrait mener à Paris pour baisser la température? C'est vrai à Paris, je pense que c'est vrai dans d'autres villes. C'est tout simplement mettre des volets. C'est pour ça que c'est intéressant. Effectivement, toit repeint en blanc, c'est aussi une question importante parce qu'on a des toits en zinc à Paris et que ça devient invivable pour ceux qui vivent sous les toits. Ouais. Mais si vous vous baladez à Paris, vous remarquerez qu'il y a énormément de maisons, de bureaux qui n'ont pas de volets et c'est la première mesure d'adaptation qu'il faudrait qu'on fasse. C'est tout bête, mais en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'adaptation, c'est qu'en fait, il y a on va peut-être le voir tout à l'heure si on a le temps, il y a des mesures qui sont vraiment très coûteuses et puis il y a des mesures qui sont vraiment toutes simples, quoi. Et il y a des milliers, des centaines de milliers de maisons et de bâtiments qui n'ont pas de volets. Et quand même, juste pour rappeler à quel point c'est important, pour l'instant en Europe, donc ça c'est une étude qui date de 2022, on a eu 62 000 morts dues à la chaleur en Europe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, on commence seulement à avoir des étés très chauds. Donc vraiment, on touche du doigt, c'est un prémisse de ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Donc c'est pas simplement du confort, hein, c'est vraiment ce qui va arriver. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que ceux qui refusent de prendre des mesures d'adaptation, c'est des refus criminels. Et concrètement, si on ne s'adapte pas, dans les années qui viennent, on pourra voir ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ce qui s'est passé aujourd'hui en Iran. L'année dernière, il a fait plus de 50 degrés pendant quelques jours. Et donc, le gouvernement iranien a dit simplement, vous restez chez vous. Donc, les écoles étaient fermées, les administrations étaient fermées, les banques étaient fermées. Et si on n'arrive pas à adapter nos villes, c'est ce qui risque d'arriver. Je pense que j'avais 1000 trucs à dire, mais que ça fait 20 minutes. Alors, je vais directement passer à la maladaptation ou pas. Peut-être, alors attends, je sais pas si tu avais des slides mesures prioritaires, tu avais des slides à nous montrer? J'avais 1000 trucs à vous montrer. Pardon, j'ai bougé. Non, t'inquiète. Non, juste, en fait, quand même, sur le sujet de l'adaptation, il y a un sujet qui est intéressant, c'est qu'en fait, et c'est ce que rappelle le GIEC dans le deuxième rapport, en gros, ce qui se passe, c'est que souvent, la plupart des mesures d'adaptation observées sont fragmentées de faible ampleur, progressive, spécifiques à un secteur et conçues pour répondre aux impacts actuels ou aux risques à court terme. En fait, ce que ça veut dire, c'est que souvent, on fait rien et puis on attend qu'il y ait une crise. Et une fois qu'il y a une crise, on réagit de manière désordonnée et du coup, on va acheter un climatiseur. Donc, c'est vraiment ce manque de préparation qui fait que
on s'adapte de manière, ce qu'on appelle la maladaptation, c'est qu'on fait des erreurs dans les choix techniques et voilà. Donc la priorité, c'est de prendre conscience que ces phénomènes arrivent et qu'il faut du temps pour implémenter les mesures d'adaptation. Un des sujets qui arrive souvent, c'est l'élévation du niveau des mers. Là, j'ai pris chez moi à Arcachon, c'était en avril, on commence à avoir des vagues de submersion hyper fréquentes. Donc là, on voit une image, par exemple, d'un café à Arcachon où on met des sacs de sable tant qu'on peut. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des bâtards d'eau en Gironde. Voilà, donc on commence à avoir des vagues de submersion, donc tous les gens ne savent pas trop comment faire et du coup s'équipent et c'est bien légitime. Donc on achète ces espèces de barrières qui sont efficaces, qui empêchent l'eau de la mer de rentrer ou l'eau des crues de rentrer chez soi. Mais on voit qu'en vrai, il faudrait des mesures d'adaptation qui sont plus substantielles. Donc par exemple, à Venise, eux, comme ils sont fréquemment touchés par ces mesures par ces inondations, ces aqua alta, ils ont fait une immense barrière qui s'appelle la barrière Moïse. Mosè, ça veut dire Moïse en italien. Mais donc, on voit que c'est des coûts qui sont de l'ordre de 6 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises, pour la barrière Moïse à Venise. Et puis, il y a le dernier stade. Donc, je vous ai dit, on réagit un peu comme on peut. On a des collectivités qui s'organisent pour faire des mesures importantes. Et puis, il y a le stade final, c'est qu'à partir d'un certain moment, on ne pourra plus s'adapter. Et c'est le cas de Jakarta, la capitale indonésienne. Les autorités indonésiennes ont décidé que Jakarta allait déménager au milieu de l'île de Bornéo. Pour deux raisons, parce que l'eau monte et que vous voyez la photo à gauche, malgré les digues qui sont construites, malgré les mesures d'adaptation, en fait, Jakarta sera inondée dans les années qui viennent. Aussi d'ailleurs parce que la ville elle est tellement lourde c'est le double effet qui se coule qu'elle est en train de s'enfoncer dans le sol. Et... Je te laisse conclure sur ouais. ce slide pour prendre les dernières questions si jamais il y en a. Ouais. Donc juste pour vous dire, simplement, ça c'est quelque chose d'intéressant à avoir en tête, c'est que toutes les mesures d'adaptation, on voit qu'elles ont une durée dans le temps. Donc vous voyez, donc ça c'est un graphique qui est issu du GIEC. Et vous voyez qu'en gros, les cordons dunaires, en gros, les premières mesures, celles qu'on prend facilement, en fait, elles peuvent être mises en place très vite, c'est le bout du crayon, mais en même temps, elles ont une durée dans le temps assez courte. C'est-à-dire que toutes les dunes qu'on est en train de construire sur la façade atlantique, les cordons dunaires, etc., c'est des mesures qui vont être efficaces jusqu'à, en gros, 2030-2040. Mais si on veut vraiment avoir des mesures qui sont plus efficaces, là, c'est ce qu'ils appellent planned relocation. Donc, c'est vraiment délocaliser des industries, par exemple, délocaliser des villes ou mettre des barrières de protection, mais qui ont des coûts qui sont vraiment très importants. Je passe vite. Voilà, simplement pour un sujet qui est important à avoir en tête, c'est que quand on parle d'adaptation, il faut avoir en tête la maladaptation. Donc, typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand il fait très chaud, on va vouloir s'adapter et typiquement, c'est acheter des climatiseurs. Aujourd'hui, on a 1,6 milliard de climatiseurs dans le monde. On devrait passer à 6 milliards dans les années qui viennent. Et en fait, ça a une consommation électrique gigantesque. Ça, c'est un graphique qui est important à avoir en tête. C'est la consommation, donc en bleu clair, c'est la consommation des différents pays d'électricité liée aux climatiseurs. Et en gros, en 2050, on s'attend à ce que en Indonésie, en Inde, au Mexique, 20 à 30% de la consommation électrique de ces pays soit liée aux climatiseurs. Donc en fait, comme on ne s'est pas adapté, on va devoir climatiser. C'est normal, les gens veulent climatiser, mais en fait, ça va faire qu'on va dépenser énormément d'électricité à partir de charbon en Indonésie, en Inde, etc., pour faire tourner des climatiseurs. Et on voit que là, on entre dans un cercle vicieux. Et évidemment, c'est les plus riches qui pourront climatiser et les pauvres ne pourront pas. Donc voilà, c'est toujours sur cette question de maladaptation. C'est vraiment, en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête sur la maladaptation. Donc c'est vrai avec les climatiseurs, c'est vrai avec les bassines, on pourra en parler. Voilà, toutes ces techniques qui, en fait, on est pris de court, donc on va utiliser des moyens techniques qui vont en fait empirer le phénomène. Voilà, donc
Merci beaucoup. Je peux évidemment répondre aux questions. Donc voilà, c'était juste pour brosser un tableau avec quelques exemples un peu précis de l'adaptation. Merci Maxime. En effet, on a un petit peu dépassé, mais je pense que c'était nécessaire et que c'était très riche. Je pense qu'on pourrait même faire un deuxième webinaire, en effet, parce qu'on est passé un peu rapidement à la fin sur les sujets notamment de maladaptation. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir l'occasion de revoir Maxime, donc Maxime fait partie de notre pôle d'intervenants chez Indigo. Donc on travaille ensemble sur nos formations. En tout cas, je suis ravie du coup que le webinaire vous ait plu. Si vous avez du coup envie d'en savoir plus sur nos programmes, notamment avec un cours qui parle du changement climatique donc du coup qui parle d'atténuation et d'adaptation, je vous laisse juste dans le chat pour ceux qui souhaitent un lien qui vous redirigera vers le téléchargement de la brochure. Et si vous avez envie de nous retrouver, il y aura un webinaire aussi au mois de mai sur le sujet plutôt de la communication des sujets de neutralité carbone, donc comment éviter le greenwashing, qui sera publié sur Meetup. Donc tous nos événements de toute façon sont sur Meetup. Donc j'espère vous y revoir et je vous souhaite une bonne journée et une bonne pause déjeuner. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci à tous.